Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Robert Skidelsky, membre de la Chambre des Lords au Royaume-Uni, professeur émérite d'économie politique et éminent spécialiste, voire le principal spécialiste de John Maynard Keynes, auteur de sa célèbre biographie en 3 volumes. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, c'est un plaisir de vous revoir. J'aime toujours vous écouter. Eh bien, nous voyons maintenant que cette guerre européenne dure depuis 4 ans. Bien sûr, certains diraient 12 si l'on remonte à 2014, mais au moins 4 années ont été une guerre très intense et massive au cœur de l'Europe. Et cette apparente volonté d'escalader vers une guerre directe avec la Russie, qui semble croître chaque jour, indépendamment du risque de guerre nucléaire, paraît un peu irrationnel et étrange. Et chaque fois qu'on leur demande d'expliquer leur position, on découvre souvent que nos dirigeants politiques se sont convaincus qu'ils affrontent une sorte de Hitler moderne, déterminé à conquérir l'Europe, où toute diplomatie serait en somme une forme d'apaisement. Je me demandais, après avoir observé cela pendant 4 ans, non seulement ce qui se passe sur le terrain, mais aussi ce qui arrive à notre adversaire et ce qui nous arrive à nous. Quelles sont vos conclusions et les leçons que vous tirez de cette guerre atroce? Eh bien, je veux dire, un point évident est qu'il s'agit d'une guerre de manipulation médiatique, comme vous l'avez dit, je crois, dans votre intervention au Conseil de sécurité de l'ONU. La manipulation des médias est au cœur de tout cela. Elle crée les récits à partir desquels les actions découlent. Et il y a beaucoup de manipulations médiatiques évidentes du côté russe. Ce n'est pas une démocratie, il n'y a pas ce que nous appelons la liberté de la presse. Mais nous attendons un meilleur niveau de notre côté, et nous ne l'obtenons pas. En réalité, il y a une énorme autocensure dans tous les médias, et les politiciens vivent de cette ère-là. Il existe une relation symbiotique entre les mensonges des médias et ceux des politiciens. Et cette atmosphère prolonge la guerre. Elle rend presque impossible le dialogue avec l'autre camp, la tentative de comprendre le point de vue de l'autre. Et cela rend la négociation très difficile. Il n'y a pas eu de discussion entre les dirigeants européens et russes pendant près de 4 ans après 2022. Et puis Trump arrive et brise la glace. Soudain, les dirigeants européens paniquent. Ils semblent renier l'OTAN, ils semblent excuser l'Ukraine, en d'autres termes, ils bouleversent complètement le récit auquel nos dirigeants se sont accrochés ces 4 dernières années. Alors que doivent-ils faire? C'est là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est enfin, je ne sais pas. Nous sommes dans le domaine des prévisions, en train d'essayer de déterminer ce qui pourrait se produire dans les 6 prochains mois, et nous n'en avons pas vraiment la moindre idée. Je souhaite bonne chance à Trump. J'espère qu'il obtiendra gain de cause et que nous parviendrons à organiser une paix. Même une trêve vaudrait mieux que la poursuite du conflit. Car bien sûr, les dégâts Eh bien, pour moi aussi, je pense que cette propagande est la plus intense et la plus inédite de ma vie, du moins à ma connaissance. Je crois que beaucoup de gens comprennent mal ce qu'est la propagande. Ils semblent penser qu'il ne s'agit que de désinformation ou de mensonges. En réalité, cela remonte, je crois, aux idées de Sigmund Freud. Il a introduit le concept de psychologie des foules, qui est très fondamental pour l'instinct humain. Je veux dire, c'est aussi une base de la sociologie. Il y a le groupe intérieur, nous, et le groupe extérieur, eux. Et si l'on parvient à manipuler cela en termes de gentils contre méchants, alors la réalité elle-même n'a plus vraiment beaucoup d'importance. Parce que si un homme bon fait quelque chose de mal, tu sais, au moins c'est pour une bonne raison. Si un homme mauvais fait la même chose, alors c'est mal. Ainsi, nous envahissons au nom de la liberté.
Nos adversaires font exactement la même chose au nom de l'Empire. Ce qui est fascinant chez Sigmund Freud, c'est que son neveu, Edward Bernays, a essentiellement tiré de tout cela des leçons sur la psychologie des foules. Cela est devenu la base de la propagande politique, où il a utilisé la psychologie des masses pour supplanter les considérations rationnelles de l'individu. Goebbels lui-même, dans l'Allemagne nazie, a fondé ses idées sur celles d'Edward Bernays. Et tu vois, dès lors, si ton ennemi est maléfique, même ta haine devient vertueuse. Oui, même ta haine est vertueuse. Bien sûr. Je veux dire, Goebbels, je pense qu'il a eu une autre influence, celle de la Grande-Bretagne, de la propagande britannique pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands, en y repensant dans les années 1930, la trouvaient brillante et en faisaient exactement le modèle. Je veux dire, les Britanniques avaient réussi à attribuer aux Allemands toutes sortes d'atrocités, beaucoup impliquant des religieuses. C'étaient les religieuses belges qui auraient été violées par les forces allemandes. Ce n'était pas vrai en réalité, mais c'était incroyablement puissant. Et Goebbels s'est dit, eh bien, voilà le modèle. Et propagande, c'est un mot intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'en soi, il n'a rien d'offensant. Il vient de propager, et propager, c'est simplement faire avancer une idée. C'est pour propager une opinion. Cela n'a pas de connotation négative en soi. C'est comme promouvoir une idée. Vous avez une idée, vous voulez la propager, vous voulez la diffuser. Mais ensuite, c'est devenu propagande, ce qui en est venu à signifier le mensonge. Et c'est ainsi qu'on le comprend généralement aujourd'hui. La même chose s'est produite avec rhétorique. Autrefois, rhétorique était un mot positif. Il désignait simplement l'art de la persuasion. Mais maintenant, il est si étroitement associé au mensonge, à l'excitation des émotions par un type d'argument fallacieux. Et c'est ce qui se produit tout le temps. Reviendrons-nous un jour à une époque où nous pourrons réellement comprendre ce que dit l'autre camp et quel est son problème? Pouvons-nous jamais revenir à cela? Ou sommes-nous piégés dans ce cercle de mensonges, sans issue, sauf bien sûr une sorte de cataclysme vers lequel il pourrait nous conduire? Je ne connais pas la réponse. J'aimerais espérer qu'il y a encore assez de gens. Mais ce qui me déprime en Europe, c'est l'unanimité presque totale de l'esprit belliciste. L'acceptation de l'idée que nous serions en quelque sorte en guerre avec la Russie, que la Russie a provoqué cette guerre, et que si la Russie n'est pas vaincue, nous le serons. L'avenir de la sécurité et de la paix en Europe disparaîtra. Voilà le récit dominant. Et l'écart entre la réalité et ce récit s'élargit chaque jour davantage. Fait curieux, le discours devient encore plus belliqueux à mesure que les États-Unis se retirent ou tentent de se retirer de la scène. Car, au moins, les États-Unis imposaient une certaine contrainte de réalisme, dans une certaine mesure. Mais maintenant que cela a disparu, ils estiment pouvoir dire tout ce qu'ils veulent, promettre tout ce qu'ils veulent. Il y a quelques jours, Boris Johnson a déclaré que les Britanniques, ou l'OTAN, devraient envoyer des troupes en Ukraine, car cela donnerait à l'Ukraine les garanties qu'elle souhaite. Mais ce genre de discours circule désormais librement. Il n'y a plus d'Américains pour le contenir. Auparavant, ils devaient s'aligner sur ce que disait Biden ou sur ce que disait Obama. Mais à présent, il n'y a plus de contraintes extérieures. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qui accroît considérablement la portée du mensonge. J'ai remarqué que dans la plupart des interviews et des débats, chaque fois qu'il y a une discussion, que ce soit sur le Moyen-Orient ou sur la guerre que nous menons actuellement avec la Russie, la question récurrente est toujours, d'abord pour le Moyen-Orient, condamnez-vous le Hamas? Et ici, condamnez-vous l'invasion à grande échelle menée par la Russie?
Ce n'est pas que ces choses ne devraient pas être condamnées. C'est juste que l'objectif semble être de poser un pilier moral, comme si l'on devait commencer la conversation en identifiant le gentil et le méchant. Qui est la victime? Qui est l'agresseur? Et si l'on réduit le débat à cela, alors on peut avoir une discussion. Mais si quelqu'un suggère qu'il y a une certaine complexité, que rien de tout cela ne s'est produit dans le vide, alors soudainement, cela est perçu comme une tentative de justification. Mais cela me paraît très étrange, parce que si l'on ne reconnaît pas que l'autre camp a des préoccupations légitimes auxquelles il réagit, si tout n'est qu'une question de belligérance, si c'est toujours simplement parce qu'ils sont mauvais, alors la conclusion est forcément qu'il n'y a pas de diplomatie possible. Il faut les vaincre. Pourquoi, selon vous, en est-on arrivé là aujourd'hui? Ce n'était pas comme ça auparavant. Autrefois, on pouvait discuter, par exemple, des préoccupations de sécurité des Soviétiques. Si nous installions des missiles ici, en quoi les Soviétiques pouvaient-ils se sentir menacés? Aujourd'hui, je ne vois plus rien de tel. Nous ne discutons jamais de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de quiconque on nous dit de ne pas aimer. Nous ne parlons pas de leur sécurité, comme si, vous savez, nous étions toujours une force du bien. Rien de ce que nous faisons ne pourrait les menacer, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce si difficile? Pour moi, c'est trop concerté. C'est parce que nous avons vaincu la Russie pendant la guerre froide. C'est aussi simple que cela. Je veux dire, il y a eu la guerre froide, au cours de laquelle il existait un équilibre entre deux systèmes, en utilisant ces termes de manière vague, mais globalement correcte. Puis l'un de ces systèmes s'est effondré, et nous nous sommes donc retrouvés au sommet. Le bien avait triomphé du mal, la liberté avait triomphé de l'autocratie. Et maintenant, les Russes essayent de faire remonter le temps. C'est exactement ainsi que nous le voyons. L'histoire s'était prononcée en faveur de la liberté, de l'ordre fondé sur des règles et de toutes les bonnes choses. Et maintenant, ces pays, 2, 3 ou 4 d'entre eux, essayent d'inverser ce verdict. La seule façon pour nous de comprendre cela, c'est de les considérer comme des forces régressives et maléfiques, et de nous voir comme ceux qui cherchent à affirmer la victoire que nous avons remportée. Je pense que c'est pour ça que l'on en arrive là. C'est la cause immédiate de ce récit. Nous n'arrivons pas à accepter le fait qu'il y ait eu un moment de faiblesse du côté de la Russie, une énorme faiblesse, et que la Chine n'était pas encore devenue aussi puissante. Il y a eu un moment unipolaire où ça pouvait émerger, et on pouvait concevoir le monde en ces termes. Mais une fois que les pays vaincus ou en développement ont gagné en puissance, ils n'allaient pas l'accepter. Et ils ont donc commencé à parler d'un monde multipolaire qui est, d'une certaine manière, une expression moderne d'un système d'équilibre des puissances. Mais nous ne pouvions pas l'accepter parce que nous étions les gentils. Ils ne méritaient aucune considération. Il leur fallait un changement de régime pour qu'eux aussi deviennent les gentils. Et alors il n'y aurait plus de guerre. Maintenant, on pourrait dire que personne ayant un minimum de bon sens ne pourrait croire à ce récit. Certainement, quiconque ayant un peu de bon sens et de connaissance ne pourrait y croire. Et pourtant, nos élites semblent y être attachées. Je ne caricature pas leurs propos, vous le savez. I'm not caricaturing what they say, you know that. You've read it all yourself. It's not a caricature, it's actually... Vous l'avez lu vous-même. Ce n'est pas une caricature, c'est réellement ce qu'ils disent. Et je ne peux l'attribuer qu'à une forme d'hubris, mais aussi, je pense, à de l'ignorance, une véritable ignorance. Ne pas être capable de parler d'autres langues, ne pas avoir la moindre idée de la façon dont les dirigeants chinois, ou les Chinois, les Indiens, les Russes peuvent concevoir le monde. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, par le passé, il importait peu de ne pas comprendre ce que pensaient les autres, puisque les armes dont on disposait étaient assez limitées. Aujourd'hui, les armes dont on dispose peuvent détruire le monde.
incredibly important. Il est donc extrêmement important de comprendre comment pense l'autre camp et d'essayer de nouer des relations avec lui. Nous ne permettons tout simplement pas que cela se produise. Regardez nos boycotts sportifs, toutes les manières dont nous essayons de couper la communication culturelle et sportive, comme si cela... Mais pourquoi faisons-nous cela? Parce que cela fait partie du combat du bien contre le mal. Si nous poursuivons ces efforts, ces régimes maléfiques s'effondreront, et alors nous pourrons commencer à parler avec les gentils. Mais ils ne vont pas s'effondrer. Et l'autre chose extraordinaire qui se passe dans notre presse, c'est tout ce grand discours sur le fait que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine. Jusqu'à récemment, on admettait que l'Ukraine ne s'en sortait pas très bien depuis un an environ. Mais ces derniers temps, le ton a changé. Je pense que tu as probablement suivi cela de plus près que moi. Mais à mesure que la situation en Ukraine devenait plus désespérée, le discours a évolué pour affirmer que c'est la Russie qui s'effondre. Son économie est en morceaux, les troupes désertent toutes, et l'Ukraine, avec juste un peu plus d'aide de notre part, renversera la situation et la Russie tombera ensuite. C'est ce que nous disons en ce moment. Est-ce un mensonge? Est-ce un mensonge délibéré? Les personnes qui disent cela, y croient-elles vraiment? J'ai du mal à répondre à ces questions. Il semble que plus la situation se dégrade sur le champ de bataille, plus ils ont besoin de modifier le récit pour s'assurer que le soutien du public perdure. Mais nous nous éloignons de plus en plus de la réalité. As-tu vu ces actualités allemandes? En 1944, ou à peu près, les actualités officielles allemandes, quand ils devaient faire croire qu'ils gagnaient toutes ces batailles, alors qu'en réalité ils perdaient tout, simplement pour maintenir le moral du peuple. Je peux comprendre qu'un organisme gouvernemental officiel publie ce genre de choses. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi si peu de journalistes le remettent en question. Quelle est ton explication à cela? Tu as mentionné dans ton discours, tu y as fait allusion auparavant, qu'il y a très peu de personnes dans le monde intellectuel, universitaire ou politique qui avancent réellement des arguments que nous pourrions juger très raisonnables, des arguments visant à mettre fin à la guerre. Pourquoi cela? Je n'ai pas d'explication. Je pense que les gens ne voient plus la réalité comme ayant une valeur en soi. Ou peut-être sont-ils simplement convaincus de mener le bon combat. Surtout en Europe, toute l'idée selon laquelle la réalité est socialement construite. Que si l'on dit que les sanctions ne fonctionnent pas, alors les gens ne les soutiendront pas, donc elles ne fonctionneront pas. Si l'on dit que l'Ukraine est en train de perdre, alors les gens ne voudront plus envoyer d'armes. Ils réclameront la diplomatie et la guerre sera terminée. En somme, c'est une sorte de logique du fait semblant jusqu'à ce que ça marche. Et donc je pense que les gens voient cela comme une manière d'exprimer leur loyauté envers une cause, en continuant à faire semblant que quelque chose n'existe pas. Et au bout d'un moment, de mon point de vue, ça devient sombre, parce que cela signifie que nous ne pouvons pas rendre compte de toutes les pertes massives en Ukraine, puisque cela pourrait amener certaines personnes à ne plus vouloir soutenir la guerre. Ainsi, pour être pro-ukrainien, nous devons ignorer toutes les choses horribles qui se produisent, le recrutement brutal, les morts en masse. Tout cela, nous devons détourner le regard, parce que c'est ce qu'il faut pour que l'Ukraine gagne la guerre. Faire comme si tout allait bien. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très sombre. Quelle est notre position par rapport à la guerre? Je veux dire, ce dont tu parles, c'est d'être en guerre. Et si tu es en guerre, évidemment, l'unité nationale passe avant tout. Il faut soutenir ses alliés, car on se bat pour une cause commune. Mais sommes-nous en guerre? Je veux dire, en réalité, nous ne sommes pas en guerre.
Nous ne sommes pas dans une situation que je reconnaîtrais comme une guerre. Ce n'est certainement pas vrai au sens classique du terme. La Norvège est-elle en guerre avec la Russie? Le Royaume-Uni est-il en guerre avec la Russie? Je ne le pense pas. Et pourtant, le langage employé est celui de la guerre. Et c'est cela aussi qu'il faut expliquer. Pourquoi nous pensons être en guerre avec la Russie? Ou pourquoi nous pensons que la Russie est en guerre avec nous? Notre récit est que, en envahissant l'Ukraine, la Russie a déclaré la guerre à l'Europe. Ce n'était pas une guerre déclarée, ce n'était pas « nous vous déclarons la guerre », mais c'est en réalité ce qui se passait. La Russie a déclaré la guerre à l'Europe. Elle a commencé une guerre contre l'Europe, non pas contre l'Ukraine, contre l'Europe. Et donc, à moins qu'elle ne soit vaincue en Ukraine, elle poursuivra sa guerre contre l'Europe. Alors, quelle est notre position vis-à-vis de l'Ukraine? Nous ne sommes liés par aucun accord militaire avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas notre allié, formellement, mais nous la traitons comme faisant partie de notre structure militaire. Et donc, nous ne sommes pas neutres. Je suppose que l'ancien terme serait co-belligérant. Je veux dire, c'était un peu comme le terme utilisé à propos de l'Amérique en 1941, avant qu'elle n'entre en guerre. C'était un co-belligérant, pas tout à fait en guerre avec l'Allemagne, mais presque. Et je pense que c'est probablement ainsi que nous voyons notre relation avec l'Ukraine. Nous sommes un co-belligérant. Le problème avec la co-belligérance, c'est que c'est très provocateur pour l'autre camp, qui a toujours le sentiment de ne pas seulement combattre son adversaire apparent, mais tout un continent. Et donc, les risques d'escalade pourraient être assez importants. J'aurais préféré que nous soyons neutres, en fait. Enfin, neutres. Est-ce que je le dis avec une conviction totale? Peut-être pas. Mais en tout cas, plus neutre que nous ne le sommes certainement. Pas un allié. Mais c'est pourquoi je dis qu'il est important de se mettre à la place de l'autre camp. En regardant la conférence de sécurité de Munich, j'ai entendu la première ministre danoise dire que nous devrions envoyer des missiles à longue portée pour pouvoir frapper en profondeur la Russie. Et ensuite, j'ai entendu le chancelier allemand dire « Eh bien, nous avons infligé à la Russie des coûts et des pertes incalculables. Nous arrêterons la Russie. » Les Russes voient cela. Ils savent que c'est nous qui contribuons à la mort de milliers de leurs hommes. Donc à un moment donné, vous savez, la pression se fera sentir de leur côté aussi. Pourquoi? Pourquoi ont-ils permis? Pourquoi les Européens pouvaient-ils apporter la guerre en Russie, alors que nous ne pouvons pas l'apporter en Europe? Je veux dire, une fois que ces voix commencent à se faire entendre, les choses peuvent devenir très dangereuses. Oui, mais je voulais te poser une question à propos de quelque chose que tu as dit plus tôt. Tu as mentionné que nous avions gagné la guerre froide, que nous avions vaincu, enfin, tu sais, l'effondrement du communisme. On peut, bien sûr, avancer cet argument, mais cela soulève une question. Je me demande dans quelle mesure nous vivons dans deux mondes différents par rapport aux Russes. Parce que j'avais l'habitude de demander à mes étudiants, quand la guerre froide s'est-elle terminée? Et je pense que c'est une question importante parce que, vous savez, si vous répondez que c'est en 1989, lorsqu'ils se sont rencontrés à Malte et ont déclaré la fin de la guerre froide, alors c'était la conclusion d'un processus de négociation entre les Soviétiques et les Américains. Nous y mettions essentiellement, oui, un terme. Donc encore une fois, c'était la paix par la diplomatie. Mais si vous dites que c'est en 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, exactement 2 ans plus tard, alors vous dites « Oh, c'est l'adversaire qui a été vaincu ». En d'autres termes, la paix est venue par la victoire. Nous avons vaincu notre ennemi. Ce sont deux messages très différents.
Je sais que des personnes comme Jack Matlock sont très préoccupées par le fait que nous ayons peut-être tiré les mauvaises leçons. Mais quoi qu'il en soit, si l'on élargit ensuite l'OTAN, si l'on considère que la guerre froide s'est terminée en 1989, nous les avons trahis. Nous avons poignardé les Russes dans le dos. Ils étaient faibles, ils ont baissé la garde, et nous avons alors commencé à avancer vers leurs frontières. Si l'on dit que c'est en 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, alors l'objection russe à l'élargissement de l'OTAN suggère qu'il conteste essentiellement le droit du vainqueur à dicter la nouvelle architecture de sécurité de l'Europe. Il se peut donc que nous ne parlions pas de la même chose selon le camp que nous considérons comme l'agresseur. Oui, je pense que les Russes se faisaient des illusions. Je veux dire, à mes yeux, en regardant la situation de manière très réaliste, il n'y avait aucun moyen pour les Russes de pouvoir soutenir un conflit stratégique et économique avec les États-Unis en s'appuyant sur un quart du PIB américain. C'était impossible. La pression sur le système devenait tout simplement trop forte. Et ce n'était pas un système en amélioration comme celui de la Chine. La Chine pouvait dire, d'accord, nous croissons de 5%, 6% ou 7% par an, et donc dans 10 ans, nous serons en mesure de continuer ce que nous faisons actuellement et de nous le permettre. Mais l'économie russe était en réalité assez stagnante dans les années 1980. Et puis, ils ont eu cette immense compétition militaire avec les États-Unis et Reagan l'avait gâché, ou plutôt mené à son terme, en réalité. Ils étaient donc en difficulté. Et ensuite, bien sûr, ils ont énormément souffert de manière collatérale de l'effondrement des prix du pétrole au milieu des années 80, ce qui a ruiné beaucoup des espoirs de Gorbatchev. Cela semble réaliste, et ceux qui en ont tiré parti, qui en ont bénéficié, étaient bien sûr les Européens de l'Est et l'Occident, de manière générale. Était-ce une défaite de la Russie ou un règlement négocié? Pour ma part, je ne crois pas que ça fasse une grande différence que l'on prenne 1989, 1991 ou 1992. C'est l'Occident qui menait la danse. Et ils auraient pu se montrer plus généreux. Ils auraient pu faire preuve de plus de compréhension, mais ils ont été plutôt impitoyables. Et ensuite, ils ont trahi leurs promesses, comme vous l'avez justement dit. Ainsi, Gorbatchev avait promis d'accepter la réunification allemande si l'Allemagne unifiée ne faisait pas partie de l'OTAN. C'était la promesse. Mais évidemment, on ne peut pas dire que cela ne valait pas le papier sur lequel c'était écrit. Car cela n'a jamais été écrit sur le moindre papier. Mais cela n'avait aucune valeur. C'était le genre de choses du type « oui, lançons ce processus, disons ceci, cela et le reste », sans que personne n'ait vraiment l'intention que ce soit contraignant. Mais ensuite, ils prétendent, les Russes bien sûr, ils le doivent, que c'était la grande trahison d'un accord volontaire. C'est là que l'élément de tromperie, d'auto-tromperie, entre en jeu. La fin de la guerre froide n'a pas été exactement un accord volontaire. Je veux dire, j'aimerais vraiment connaître votre opinion, car c'est là que les récits interviennent. Nous pourrions essayer d'atteindre une certaine réalité à travers le récit. Ce n'est pas qu'ils n'auraient pas pu se battre. Les Russes auraient pu, d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas été vaincus comme l'Allemagne nazie en 1945. Ils n'ont même pas été vaincus tout à fait comme l'Allemagne en 1918. Ils n'ont pas eu à demander la paix, mais ils étaient perdants, et dans cette mesure, la logique du vainqueur a prévalu. La raison pour laquelle les vainqueurs auraient dû faire preuve d'une grande prudence dans ces circonstances, c'est que l'économie russe, ou la société russe, était bien plus résiliente qu'ils ne le pensaient, et qu'elle finirait par se rétablir. Et une fois rétablie, la vengeance ne boiterait pas, comme l'écrivait Keynes en 1918. C'est ce qui s'est produit.
La vengeance est arrivée. Nous aurions dû être assez intelligents, comme vous l'avez dit, pour prendre en compte les préoccupations de sécurité de l'Europe après la fin de la guerre froide et pour construire une structure de sécurité européenne qui offrirait une sécurité à la fois à la Russie et à l'Europe. L'OTAN était devenue sans objet. La guerre froide était terminée. On ne peut pas simplement continuer à étendre l'OTAN. Si vous continuez à étendre l'OTAN, quel message envoyez-vous? Vous dites, nous avons gagné la guerre froide. Eh bien, ce que vous dites et ce que nous disons aussi est très proche de ce que George Kennan affirmait, car il soulignait que, en élargissant l'OTAN, nous créons une architecture de sécurité fondée sur l'idée que les Russes resteront perpétuellement faibles. Mais encore une fois, si vous avez le plus grand pays d'Europe en termes de territoire et de population, que se passe-t-il lorsqu'il commence à se redresser? Leur simple redressement serait presque révisionniste en soi, car ils ne s'intégreraient pas dans cette nouvelle Europe. Je n'ai jamais vraiment vu d'explication sérieuse sur la manière dont cela était censé fonctionner. Comment en arrive-t-on à ce que le seul pays d'Europe, qui soi-disant ne devrait pas en faire partie, soit désormais celui qui possède le plus grand territoire, la plus grande population, la plus grande économie et la plus grande armée? À un certain point, ce n'est pas une recette pour la stabilité. Mais à ce propos, vous avez récemment écrit un article sur la question de savoir si l'Europe devait se réarmer. Et je me demandais si vous pouviez développer cet argument. Parce que je peux voir les deux côtés. D'un côté, les Européens ont besoin de sécurité, surtout si l'Amérique se détourne. Nous avons besoin d'une certaine autonomie stratégique. De l'autre, cela entraîne aussi beaucoup de coûts. Quelle est votre position à ce sujet? Eh bien, je pense que les Européens se trouvent dans une situation délicate. D'un côté, ils ont le sentiment d'être confrontés à cette menace russe. De l'autre, ils craignent d'être abandonnés par les États-Unis. Il y a eu récemment une remarque très intéressante d'un commandant militaire britannique, je crois qu'il est le chef d'état-major. Il a dit que la grande crainte, c'est que l'Amérique ne se présente pas à la guerre. Maintenant, analysons cela. Que l'Amérique ne se présente pas à la guerre. Cet état d'esprit mérite vraiment d'être examiné en profondeur. D'abord, cela suppose qu'il y aura une guerre, et ensuite que l'Amérique restera neutre, qu'elle sera contre l'Europe et non à ses côtés. Alors que faire? Il faut se réarmer. Il y avait de toute façon des arguments en faveur du réarmement, peut-être parce que la plupart des pays de l'OTAN, en réalité, tous les pays de l'OTAN, étaient protecteurs des États-Unis. Et une fois que les États-Unis ont dit « Nous n'allons pas dépenser tout cet argent pour vous protéger », ils ont évidemment dû s'occuper de leur propre défense et augmenter leurs dépenses militaires. Je ne suis pas contre l'autodéfense. Qui peut être contre l'autodéfense? À moins d'être un pacifiste absolu, il faut être capable de se donner les moyens de se défendre. Mais quelle est la menace? La menace raisonnable était que les États-Unis mettraient fin à leur défense de l'Europe, à leur engagement de défendre l'Europe à l'échelle où ils le faisaient auparavant. C'était la véritable menace, celle qui aurait dû provoquer le réarmement. Mais la menace réellement invoquée était que la Russie représentait un danger immédiat et qu'il fallait se réarmer pour empêcher Poutine de continuer indéfiniment. Voilà le faux récit qui sous-tend le réarmement. C'est complètement faux. Et chaque jour, on en entend parler. C'est incroyable ce qu'il raconte. Qu'ai-je lu aujourd'hui encore? Ah oui, que la Russie envoyait des espions en Grande-Bretagne en se faisant passer pour des immigrés illégaux. Les immigrés illégaux seraient en réalité des espions russes qui infiltrent la société britannique. Des histoires comme celle-là, encore et encore, de véritables récits de guerre.
Et tout cela passe sans être mis en question, parce qu'on ne peut pas vraiment s'y opposer. Mais c'est là, à mon avis, la racine du problème de réalignement. Et si j'ai bien compris ce que j'ai vu dans une discussion à ce sujet, les Européens se réarment contre la Russie. Les Américains, eux, considèrent plutôt l'Europe comme un ennemi. Ils ne s'inquiètent pas de la Russie. Je veux dire, la Russie n'est pas perçue comme une menace par les États-Unis. Identified as a threat by the United States. In fact, in the United States strategic En fait, dans le document stratégique des États-Unis de novembre 2025, il s'agissait de l'Europe. Et certaines personnes en Amérique considèrent la Grande-Bretagne comme la principale menace pour les plans de Trump visant à tenter d'obtenir un accord avec la Russie. Alors, qui sont les ennemis? Contre qui nous réarmons-nous? Encore un échec narratif. Des mots, des mots, des mots. Vous utilisez le mot, vous citez des gens. Nous, nous, nous. Qui sommes-nous? Cela n'est pas analysé. Puis un deuxième mot, proportionné. Nous devons répondre de manière proportionnée. Que signifie proportionné? Bien sûr, vous savez, entre rester passif et aller trop loin, il existe toute une gamme de réponses possibles qui pourraient être pleinement proportionnées. Mais la façon dont nous utilisons ce mot en particulier est très déprimante, car cela signifie qu'une fois que vous avez qualifié votre réponse de proportionnée, vous n'avez plus besoin de réfléchir davantage. J'ai simplement l'impression qu'il faut retirer toute cette posture morale du débat. Parce que si l'on prend un peu de recul, il y a une certaine rationalité derrière les actions de chacun. Pour les États-Unis, par exemple, cela a un certain sens si nous nous adaptons à ce monde multipolaire. On ne veut pas être coincé en Europe quand on souhaite se réorienter vers l'hémisphère occidental et l'Asie de l'Est. Et non seulement on est bloqué en Europe à cause de la guerre en Ukraine, mais cela pousse aussi la Russie vers votre principal concurrent, à savoir la Chine. Donc c'est tout à fait logique. Et je peux aussi comprendre les Européens. Si vous battez les Russes, alors peut-être que l'Amérique restera, et vous aurez l'Amérique derrière vous. Et devant vous, vous aurez un bouclier ukrainien puissant et aguerri par la guerre. Donc soudainement, les choses n'ont pas l'air si mauvaises. S'ils étaient vaincus, les Américains plieraient bagages et s'en iraient. Et l'Ukraine ne serait plus un bouclier puissant contre la Russie, ni pour la défense, ni pour l'offensive. Et soudain, tout le projet de créer une Europe sans les Russes s'effondrerait, car la Russie s'affirmerait alors en Europe. Mais nous nous perdons, je crois, dans toutes ces histoires de guerre. Je veux dire, pourquoi faire semblant que la Russie va marcher sur Paris? Et pourquoi prétendre que leur objectif rêvé est d'absorber toute l'Ukraine? Nous finissons simplement, je pense, par exagérer la menace et produire des politiques très irrationnelles. Eh bien, voilà un homme de raison. C'est vous. Et pourtant, vous devez encore, tout comme moi, poser la question. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux? Je pense que, peut-être grâce à votre programme et à d'autres, il y a une certaine progression de ce que j'appellerais la pensée raisonnable. Mais en Angleterre, il est très très difficile d'en trouver une expression significative. J'ai une autre question intéressante qui mérite peut-être qu'on s'y attarde un instant. Que se passe-t-il? Que représente Trump? Et à mon avis, j'ai trouvé la clé l'autre jour en lisant quelque chose. Ce n'est pas un repli de l'impérialisme, c'est un repli vers l'impérialisme. It's a retreat to imperialism. It's a retreat from the notion of being policemen. C'est un recul par rapport à l'idée d'être les policiers du monde, une position hégémonique, pour devenir les policiers d'une partie du monde, tandis que d'autres pays surveillent d'autres zones. C'est donc plutôt désordonné, c'est du camouflage, ce n'est pas élaboré de manière cohérente. Peut-être que c'est plus développé dans la revue de la défense stratégique que dans d'autres documents, mais ce n'est toujours pas complètement cohérent. Et tout cela dépend d'une seule chose, cette idée de doctrine Monroe et d'hégémonie régionale.
C'est lié à Israël. Et c'est pour cela que l'Amérique est au Moyen-Orient, parce qu'elle ne peut pas se défaire de sa responsabilité envers cette partie du monde. Voilà donc l'intrigue. Désolé, j'introduis mon propre sujet dans cette discussion, mais cela m'intéresse beaucoup de savoir ce qui se passe, car je ne partage tout simplement pas l'idée que Trump soit un fou qui détruit tout parce qu'il est incapable de penser clairement. Je pense qu'il réfléchit très lucidement et qu'il estime que l'Amérique doit réduire son rôle de responsabilité et se concentrer sur certains domaines. C'est ce qui est en train de se produire. L'Europe, qui s'est appuyée sur ce parapluie américain, se retrouve plus ou moins dans les limbes. Comment peut-elle s'impliquer véritablement pour se défendre, pour protéger sa prospérité économique, pour conserver, non pas son avance, mais sa force dans l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies? Sur tous ces plans, elle se révèle mal préparée. Non, je pense qu'il est également dangereux de rejeter Trump comme un fou. J'ai d'ailleurs reçu dans ce podcast George Beebe, qui était l'ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA, et il a en quelque sorte développé les politiques de Trump, les expliquant comme très rationnelles. Rationnelles parce que une grande partie de ce que font actuellement les États-Unis consiste à reconnaître que l'ordre précédent n'est pas durable. Je veux dire, comment cela pourrait-il continuer raisonnablement alors que l'on assiste à la montée de toutes ces autres grandes puissances qui, collectivement, s'équilibrent face aux États-Unis dans leur tentative de maintenir cette position hégémonique. Pendant ce temps, l'économie américaine ne se porte manifestement pas bien en ce qui concerne le niveau de la dette. On voit bien qu'elle arrive au bout du chemin. On ne peut pas ignorer la réalité indéfiniment. Et la réalité, c'est qu'il s'agit d'une répartition multipolaire du pouvoir. On ne peut pas tout prioriser. Si on essaie, on ne priorise rien. Il faut choisir les régions les plus stratégiques pour soi et sélectionner ses alliés en fonction de ceux qui constituent un multiplicateur de puissance. Et la réalité, a-t-il dit, c'est que l'Europe consomme beaucoup de ressources et est de plus en plus perçue comme un coût pour les Américains. Et cela semble tout à fait juste. Mais l'Europe n'arrive pas à se rassembler pour devenir véritablement l'un des pôles, n'est-ce pas? Je veux dire, il est facile de parler de la Chine comme d'un pôle. Il est facile de parler de l'Amérique comme d'un pôle. On peut voir ces deux-là comme deux pôles. La Russie, peut-être, en est un aussi, parce qu'elle dispose d'une immense capacité nucléaire. Mais l'Europe, elle, est une sorte de trou. Ce n'est pas un pôle, c'est un trou. Et dans ce trou s'engouffrent toutes sortes de peurs, d'hystérie et de choses de ce genre. Je veux dire, je pense que c'est là le problème de l'Europe. Quelle est sa fonction dans ce monde multipolaire? Quelle est sa place dans ce monde multipolaire? Évidemment, c'est une question que Mark Carney a soulevée dans son discours à Davos. Merz en a parlé. Ils évoquent tous l'effondrement de l'ancien ordre mondial. Mais une fois qu'ils en arrivent là, ils ne définissent pas tout d'abord avec précision ce qu'était cet ancien ordre mondial. Ils parlent un peu d'un ordre fondé sur des règles, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de préciser que l'Amérique était la garante des règles de cet ordre fondé sur des règles. Ils ne disent pas non plus ce qui va succéder à cet ordre fondé sur des règles. Ils n'emploient pas le mot multipolarité. Je n'ai pas entendu, peut-être que je me trompe, mais je n'ai entendu aucun dirigeant en exercice en Europe utiliser le terme monde multipolaire. C'est assez révélateur du vide stratégique dans lequel ils opèrent d'ailleurs. Si tu n'es pas capable de reconnaître la répartition du pouvoir comme le cadre principal auquel tu dois t'adapter.
Bref, je sais que nous avons beaucoup à aborder aujourd'hui, alors je vais te laisser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. What an interesting Quelle conversation intéressante pour moi. I love J'adore te parler. D'accord. Okay. Good Bonne chance. Toi aussi.